Bonjour Pierre Laurent. Bonjour Irina. Merci d'être là au Dialogue Franco-Russe. Vous êtes écrivain, traducteur, journaliste, auteur de l'ouvrage qu'on avait déjà présenté au Dialogue Franco-Russe, L'Ukraine, une histoire entre deux destins. On va y revenir. J'aimerais bien commencer par l'actualité. Ça change tous les jours, sans changer beaucoup de choses en profondeur, malheureusement pour l'instant. Dimanche dernier, les représentants de 15 pays membres de l'OTAN se sont réunis à Londres pour rassurer Volodymyr Zelensky après son fiasco américain. D'ailleurs, cette nuit-là, nous on fait notre vidéo donc mardi le 4 mars, cette nuit-là, Donald Trump a suspendu l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Donc, comment vous voyez les résultats de ce sommet, sachant que et même les chefs européens ne sont pas d'accord, Macron n'est pas tout à fait d'accord avec le chef britannique, mais là où il nous semble être d'accord, c'est par rapport à cette guerre qu'ils veulent absolument faire à la Russie. Guerre à la Russie, effectivement, mais c'est un vaste programme, hein, comme aurait dit le général de Gaulle, vaste programme. Comment peut-on faire la guerre à la Russie aujourd'hui ? Aujourd'hui. Peut-être dans 10 ans, on pourra. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Comment peut-on soutenir l'Ukraine aujourd'hui ? Sans les Américains, c'est impossible. Donc, ce sont des gesticulations qui ne mènent nulle part. C'est de la posture. Les États européens sont divisés, ils ne sont pas d'accord sur rien. Normalement, s'ils voulaient faire quelque chose, il faudrait qu'ils envoient des troupes maintenant pour soutenir l'Ukraine, pour faire la guerre. Mais ils sont incapables d'envoyer des troupes, ils ne peuvent pas. Donc, on prévoit d'envoyer des troupes de paix une fois que la paix sera signée. Le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, Zelensky ne veut pas de la paix. Et il l'a dit très clairement au président Trump l'autre jour, et c'est pour ça qu'il y a eu le clash. C'est parce que Trump lui disait « il faut faire la paix » et Zelensky disait « il faut faire la guerre ». Et pourquoi disait-il cela ? C'est parce que précédemment l'administration Biden disait « il faut faire la guerre » et les Européens en chœur derrière l'administration Biden disaient « il faut faire la guerre ». Et Zelensky, il faisait la guerre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus d'aide américaine, d'aide militaire. Théoriquement, l'Ukraine peut encore tenir 6 mois. Est-ce que ce seront 6 ou 4 ou 8, on n'en sait rien, mais en tout cas, ça va vite s'arrêter. Et une fois que ce sera arrêté, eh bien, pour les Russes, ce sera un boulevard. Il n'y aura plus rien jusqu'au Dniepr, voire au-delà. Donc, l'intérêt pour Zelensky aujourd'hui, comme le disait Trump, c'est de faire la paix maintenant, parce que la situation ne peut pas s'arranger. La situation ira en empirant. Les Européens, l'ancienne administration américaine, pensaient qu'on pouvait geler le conflit. Geler le conflit, ça signifie on arrête tout, on arrête de se battre, et comme il est gelé, eh bien, ça va nous permettre, à nous occidentaux, d'armer l'Ukraine, quitte à recommencer d'ici quelque temps, de manière à ce que l'Ukraine puisse récupérer les territoires qu'elle a perdus au cours de cette guerre idiote. Pourquoi je dis une guerre idiote ? Parce que, comme dit Donald Trump, et il a raison, c'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Lorsque les tensions étaient au maximum avant l'opération militaire spéciale russe, le Kremlin, Moscou, le président Poutine disait « négocions », présentaient des plans. Mais ces plans étaient rejetés systématiquement par la partie américaine. Non pas, ils n'étaient pas rejetés après discussion, ils étaient rejetés sans discussion. Le préalable, c'était non, on ne négocie pas avec les Russes. Et maintenant, eh bien, on se rend compte que le paradigme a changé. L'administration américaine veut négocier avec la Russie et négocie effectivement avec la Russie.
et du coup tous ceux qui avant se retrouvaient dans la position inverse, on ne négocie pas, et bien maintenant ils sont orphelins. Ils ne savent plus quoi faire, et c'est le problème qui s'est manifesté à l'issue de ce sommet de Londres dimanche dernier, qui était très bien, avec des drapeaux, avec tous les chefs d'État, de gouvernement, les représentants, les ministres des Affaires étrangères. Et après quoi? Rien, la cacophonie européenne habituelle. Et ce sera pareil lorsqu'ils se réuniront à Bruxelles, lorsqu'ils se réuniront dans une autre capitale, peu importe, ce sera toujours pareil. Et aujourd'hui, on se rend compte que celui qui mène réellement la barque, c'est Donald Trump. Vous avez sorti en 2019 l'ouvrage qui s'appelle L'Ukraine entre ces deux destins, entre les deux destins. Aujourd'hui, quel est le destin de l'Ukraine pour vous? Qu'est-ce qui lui reste? Est-ce qu'elle est encore plus démantelée, déchirée? C'est vraiment très très difficile à dire. Très difficile. En fait, je crois qu'une solution peut se dessiner pour l'Ukraine. Il se trouve que au début de l'indépendance ukrainienne, en 91-92, l'Ukraine était dans une position de pont entre l'Occident et la Russie. Et c'était cette position de pont que les présidents Kravchuk et Kouchma ont voulu préserver. Jusque à peu près en 2004 et le renversement de la révolution orange, l'arrivée au pouvoir de Yushchenko, le président Viktor Yushchenko. Et à ce moment-là, tout a basculé. Mais tout a basculé pourquoi? Non pas parce que les Ukrainiens voulaient à toute force entrer dans l'OTAN, se tourner vers l'Europe, c'était pas ça. C'est simplement qu'à cette époque-là, aux États-Unis, il y a un courant que l'on connaît bien, qui s'appelle les néoconservateurs, qui avait pris le pouvoir avec Bill Clinton, et le but, c'était de détruire la Russie, de ne pas permettre à la Russie de redevenir une puissance, de manière à ce que les États-Unis puissent rester la seule puissance, le monde unipolaire. Et donc, la politique des néoconservateurs, c'était de pousser l'OTAN jusqu'aux frontières russes, et en particulier d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Si l'on regarde bien, en 2004, ce qui s'est passé, c'est que les Occidentaux, par l'intermédiaire de la révolution orange qui était financée par les fondations habituelles, le NED, Soros, etc., ont mis au pouvoir en Ukraine un président qui était pro-américain, qui avait des liens très proches avec les États-Unis. Sa femme était américaine, elle avait travaillé au département d'État, qui était pro-européen et qui était pro-OTAN surtout. Et c'était ça qui était intéressant. Pro-OTAN. Donc, l'Ukraine a fait en 2008 une demande d'adhésion à l'OTAN, alors que la population n'était pas du tout sur cette longueur d'onde. Et d'ailleurs, elle était si peu sur cette longueur d'onde qu'en 2010, ce pauvre Yushchenko n'a même pas réussi à avoir 5% des suffrages, alors qu'il était le président sortant. Et c'est Yanukovych, qui était favorable à la neutralité, qui a été élu. Évidemment, ça n'a pas plu aux sponsors américains qui ont relancé un nouveau Maïdan, une nouvelle révolution qui a été l'Euromaïdan en 2014. Mais ce qui est assez significatif, c'est qu'en même temps qu'en Ukraine, on imposait un candidat pro-OTAN, c'est-à-dire Yushchenko. En Géorgie aussi, en 2003, on poussait un candidat pro-OTAN qui était Saakashvili. Et Saakashvili a été propulsé président à la suite d'une révolution, la révolution des roses, qui a renversé qui? C'est assez curieux parce que c'était un candidat qui était
pro-occidental, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères soviétique, Édouard Shevardnadze. Un pro-occidental est remplacé par un autre pro-occidental par les Américains. C'est bizarre. Quelle était la différence? C'est que Shevardnadze n'était pas pour l'adhésion de la Géorgie à l'OTAN, alors que Saakashvili l'était. Et donc Saakashvili a fait également la demande d'entrée de la Géorgie à l'OTAN. Et ces demandes que le président George Bush voulait accepter à un sommet de l'OTAN en 2008 ont été rejetées parce que la France et l'Allemagne s'y sont opposées à l'époque. Simplement, avec le temps, finalement, c'est le plan américain d'intégration de ces deux pays dans l'OTAN qui a prévalu. Maintenant, on a changé complètement de situation. Le président Trump a renoncé à cette politique des néoconservateurs. Il a repris la politique préalable, qui était celle qui avait cours à l'époque du président George Bush père, c'est-à-dire le dialogue avec Gorbatchev, le dialogue avec Yeltsin ensuite, et la Russie est un partenaire et non plus un adversaire. C'est-à-dire on revient à un équilibre qui était celui de la détente, celui des négociations entre les États-Unis et la Russie, à une époque où l'OTAN était cantonnée en Europe occidentale, où il y avait des pays neutres en Europe qui se portaient très bien avec la neutralité, en particulier la Finlande, la Suède, qui était neutre, la Suisse est toujours neutre, pas tellement, parce qu'elle est plutôt otanienne en ce moment, mais bon, peut-être qu'elle va revenir à une attitude plus suisse, disons. Donc, pour l'Ukraine aujourd'hui, il y a deux perspectives. La première, c'est la division totale. De toute manière, les 4 oblasts qui ont été récupérés, rattachés à la Russie, sont définitivement perdus. Ça, peut-être que les Occidentaux ne le reconnaîtront pas. Je pense que les Américains, maintenant, vont les reconnaître. Les Européens, ils ne reconnaîtront pas, mais ce sera comme à l'époque soviétique. Vous savez, les Occidentaux ne reconnaissaient pas l'annexion, entre guillemets, des États baltes. Et sur les cartes de l'Union soviétique, aux États-Unis en particulier, les États baltes étaient mentionnés avec une légende. Les États-Unis ne reconnaissent pas l'appartenance de ces États à l'Union soviétique. Eh bien là, ce sera à peu près pareil. Sur les cartes françaises ou allemandes, il y aura écrit « La France ou l'Allemagne ne reconnaissent pas l'appartenance de ces 4 régions à la Russie ». Donc ça, c'est perdu. Reste le gros morceau de l'Ukraine actuelle. Soit la guerre continue, pour une raison ou pour une autre. Étant donné que l'aide américaine est interrompue, ça va s'interrompre, je pense. Mais imaginons que l'on trouve des moyens de prolonger la guerre. L'armée russe ira jusqu'où elle veut. Hein. Elle récupérera les territoires qu'elle voudra. Ce qu'elle ne voudra pas récupérer, ce sont les territoires qui sont aujourd'hui profondément hostiles à la Russie, parce que ce sera un fardeau, en particulier toute la partie occidentale de l'Ukraine, disons la Galicie, la Volhynie, d'autres régions qui sont très, très anti-russes, parce que ce sera ingérable. Donc, une partition de fait. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que, sous l'impulsion des États-Unis, les Européens acceptent des négociations approfondies et acceptent ce qu'ils refusent actuellement, c'est-à-dire la neutralité de l'Ukraine. Si l'Ukraine devient neutre, il n'y a aucune raison pour que la Russie s'oppose à la maintenance d'une Ukraine neutre, avec une armée réduite,
comme l'était la Finlande ou la Suède, c'est-à-dire la Suède avait une industrie d'armement qui fonctionnait, en particulier l'aéronautique. Le fait d'être neutre ne signifie pas qu'on est complètement paralysé. Donc il pourrait y avoir cette solution-là, la solution de la neutralité, le retour à un équilibre qui était celui que l'on constatait, non pas dans les périodes de tension entre l'Union soviétique et les pays occidentaux, mais les périodes de détente où on négociait, on faisait du commerce et les choses allaient relativement bien. Ça, c'est une possibilité qui est ouverte. Mais le principal obstacle aujourd'hui, ce n'est pas tellement Zelensky. C'est surtout les Européens qui continuent à dire à Zelensky « il faut que tu résistes, il faut que tu résistes ». Mais aujourd'hui, cette nuit, semble-t-il que Zelensky ait accepté de voir les possibilités de paix. Mais ça reste à confirmer, on n'en sait strictement rien. Le problème de Volodymyr Zelensky, c'est qu'il est très, très instable. En effet, chaque guerre, toute guerre est un échec, et notamment un grand échec de diplomates, de tous les côtés en quelque sorte, on ne va pas se leurrer, puisque c'est eux d'abord qui négocient avec leurs chefs respectifs. Le corps diplomatique français a été supprimé lors de l'année 2022, sauf erreur de ma part, avril ou mai 2022, au moment notamment où cette voix devait être entendue un petit peu plus. Moi-même, j'ai échangé avec l'un des ambassadeurs à cette époque-là, juste au début de la guerre, l'opération spéciale, qui m'a répondu, c'était un ancien ambassadeur français en Russie, qui m'a répondu « Non, Rina, ce n'est pas le moment pour les diplomates. » Mais c'est quand le moment pour les diplomates? Quand viendra ce moment pour les diplomates? Le moment pour les diplomates, la bonne nouvelle, c'est qu'il est enfin arrivé. Jusqu'à présent, la diplomatie, enfin jusqu'à présent, non, jusqu'à il y a quelques années, la diplomatie servait à parler à l'ennemi, à l'adversaire. On négocie avec l'adversaire. C'est vrai. Pour négocier avec les copains, on va au bar du coin et on boit un verre de vin ou de bière, peu importe. La diplomatie traditionnelle, c'est trouver des perspectives pour ne pas faire la guerre, pour régler les différends avant qu'ils deviennent trop importants et qu'on ne puisse pas faire autrement qu'effectivement engager la force armée. Il semble que depuis une quinzaine d'années, les Occidentaux se sont engagés dans une vision de la diplomatie que dans un de mes articles, j'ai appelé la diplomatie 2.0, qui est on ne parle pas à l'ennemi, on parle aux copains. Et on se réunit entre les copains pour faire des tables rondes, pour faire des réunions à Londres, à 15 pays qui ne servent à rien. Et c'est ça la diplomatie. Non, c'est pas ça la diplomatie. La diplomatie, c'est vraiment se mettre au point peut-être entre les amis pour voir en face ce qu'il y a et essayer de régler les problèmes. En ce qui concerne la France, ce n'est pas la diplomatie 2.0, c'est la diplomatie 0.0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en France aujourd'hui de diplomatie. Lorsque l'on voit notre ministre des Affaires étrangères se mettre en scène d'une manière ridicule pour dire « Regardez comme je travaille, je vais en Afrique du Sud pour travailler », ça ne représente rien. Tout le monde se moque de ça. Je suppose que les ministres des Affaires étrangères des pays qui travaillent réellement, qui avancent réellement, la Russie, l'Inde, de nombreux pays africains qui sont en train de se réveiller, des pays d'Amérique du Sud, qui pareil se voient, le Brésil,
l'Argentine aussi, même si le rapport politique n'est pas exactement le même. Lorsqu'ils voient ces pitreries, ils sont atterrés. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les États-Unis sont atterrés également parce que on est revenu aux États-Unis, les États-Unis sont revenus à la diplomatie traditionnelle. On négocie avec l'adversaire. Et si les autres ne sont pas d'accord, tant pis. Parce que c'est les intérêts vitaux des États-Unis qui sont en jeu, et donc il faut en parler. Il faut en parler avec qui? Avec ceux qui éventuellement pourraient menacer ces intérêts. Pas avec les copains qui sont d'accord de toute manière. Donc, la diplomatie est en train de regagner ses droits. La France, à mon avis, il faudra certainement un bon moment avant qu'une diplomatie digne de ce nom revienne sur le devant de la scène. Je pense que le tort aujourd'hui de la France, c'est d'avoir un président qui est un homme à tout faire, qui dirige le gouvernement à la place du Premier ministre, qui dirige les ministères à la place des ministres, qui dirige, je ne sais pas si à l'Élysée, il ne va pas dans les cuisines pour diriger le chef qui prépare. Il est partout. Et il est, bon, je ne vais pas me faire des amis évidemment en disant ça, mais il est incompétent. Il aurait mieux fait de faire ce qu'il sait faire, éventuellement de rester dans la banque ou de... Je ne sais pas, mais en tout cas, à la tête de notre État, bon, c'est pas la peine que j'aille plus loin, j'ai dit l'essentiel. Vous vous souvenez, au début du mandat de Donald Trump, il a étonné plusieurs personnes par ses déclarations, notamment concernant le Groenland. Et là, on parle très peu des enjeux géopolitiques en Arctique, c'est peut-être le moment d'en parler. Puisque la Russie aussi, évidemment, l'Arctique est très important, c'est la carte géopolitique, peut-être l'une des cartes géopolitiques majeures de la Russie en ce moment. Comment vous voyez cette relation autour de cette région stratégique? Eh bien, l'Arctique est le seul endroit de la planète où les choses se règlent par la diplomatie et la négociation, ce qui est assez curieux. C'est le seul endroit où il n'y a pas réellement de possibilité de conflit dans la mesure où les règles ont été fixées. Il y a un Conseil de l'Arctique qui réunit les pays limitrophes, qui a perdu une partie de ses prérogatives depuis le début de la guerre en Ukraine, mais qui continue d'exister, qui continue de fonctionner. Même si la Russie a été progressivement écartée de ce Conseil, elle continue d'avoir un poids. Mais surtout, géographiquement, elle a un poids énorme, parce que la moitié de la zone arctique, la moitié des côtes de l'Arctique appartiennent à la Russie. Donc les autres pays sont en déséquilibre, et puis c'est certainement pour cela que les États-Unis, qui ont une toute petite part de la zone arctique, avec l'Alaska, ça représente à peu près 5%, ils aimeraient bien pouvoir élargir leur zone d'influence. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des négociations entre la Russie et les États-Unis se font sur l'Arctique et sur l'exploitation commune des richesses de l'Arctique. La Russie veut étendre son plateau continental jusqu'au pôle et elle a fait une demande aux Nations Unies dans ce sens-là. Pour le moment, la réponse n'a pas encore été donnée, mais elle sera vraisemblablement acceptée à partir du moment où les États-Unis sont également d'accord. Donc, il y a des perspectives d'exploitation commune des richesses du plateau continental arctique. Il y a également un élément très important pour le commerce dans les années qui viennent, c'est les routes maritimes du Nord. Alors, il y a une route qui fonctionne à peu près régulièrement, qui est
la route maritime du nord, du nord-est, c'est-à-dire le long des côtes russes, et il y a une autre route le long des côtes canadiennes, mais qui est beaucoup plus difficile à exploiter. Les Russes ont donc l'avantage d'avoir une route exploitable. Et en plus, ils se sont mis dans la position depuis de très nombreuses années pour l'exploiter. Parce que la Russie a une flotte de brise-glace qui est considérable. Il y a 34 brise-glaces diesel, 7 brise-glaces atomiques. Actuellement, il y a le lancement d'une série de 7 brise-glaces d'une puissance de 60 MW qui permettent de déplacer la glace d'une épaisseur de 3 mètres. Il y en a 4 qui ont été construits, le 5e va être donné dans quelques mois. Et il y a un autre brise-glace qui sortira l'année prochaine, qui lui a une puissance de 120 MW et qui permet de briser la glace sur 4 mètres. C'est-à-dire que qu'il y ait refroidissement, réchauffement, ça n'a aucune importance. La route, même en hiver, pourra être ouverte par les brise-glaces. Or, les Américains et les Canadiens ont 2 brise-glaces lourds chacun. La différence est énorme. Donc, les Canadiens comme les Américains, puis les autres puissances de la région, ce ne pas des puissances d'ailleurs, mais peu importe, ont besoin de la flotte des brise-glaces russes. Donc là, il y a également dans le domaine commercial des possibilités énormes de coopération. Donc, si le réchauffement entre la Russie et les États-Unis se poursuit, a priori ça va se faire parce que les intérêts des États-Unis ne sont plus géopolitiques, maintenant ils sont commerciaux. Si ça continue sur cette voie-là, ce sera l'un des éléments certainement d'équilibre pour les quelques années qui viennent et qui permettront de proche en proche, d'une part, de rassurer les Occidentaux sur la possibilité de négocier avec la Russie, parce que les Européens, pour le moment, ils sont sur la position non, on ne négocie pas avec la Russie, ils ne sont pas crédibles, ils ne sont pas fiables, on ne peut pas négocier avec eux. Si, avec les Américains, tout se passe bien, et je ne sais pas, personne n'a remarqué cela, mais dans le clash, le fameux clash dans le bureau ovale entre Trump, Vance et Zelensky, le président Trump a dit une chose qui était très claire. Il a dit, en substance, vous accusez, vous Zelensky, vous accusez la Russie de ne pas être fiable. Peut-être qu'effectivement, le président Poutine n'a pas tenu ses engagements avec Biden ou avec Clinton ou avec Bush, peu importe, ou avec Obama. Peut-être qu'il ne les a pas tenus, mais peut-être qu'il les a tenus. Et en tout cas, avec moi, il a toujours tenu parole. Et ça, c'est très important, c'est le début de la confiance. Et à partir du moment où, effectivement, des négociations se font, qu'elles aboutissent et qu'elles tiennent la route, et les Européens savent très bien que la Russie n'a jamais renié sa parole sur beaucoup de sujets, en particulier, par exemple, le transit du gaz, à l'époque où les Américains n'avaient pas fait sauter Nord Stream, tout se passait très bien. Et malgré la guerre, l'approvisionnement de l'Europe en gaz a été continu, alors que ça aurait été facile pour les Russes de dire, eh bien non, on va arrêter, on va couper, on va fermer le robinet. Et si le robinet aujourd'hui est fermé, c'est à cause des Ukrainiens qui ont décidé que le transit ne pouvait plus se faire. Mais la Russie a toujours tenu sa parole dans ce cadre-là. Sur le plan diplomatique, on voit mal ce que l'on peut reprocher également, parce que ce sont de l'aveu même
d'Angela Merkel et de François Hollande, ce sont les Français et les Allemands qui ont fait saboter les accords de Minsk II pour permettre à l'Ukraine de gagner du temps. Donc, je pense que d'ici quelques mois, la plupart des Européens seront revenus à une position beaucoup plus encourageante, beaucoup plus réaliste, et qu'on recommencera à parler commerce avec la Russie, en particulier approvisionnement énergétique, parce qu'on en a lamentablement besoin. Ce qui est également reproché à la Russie, et notamment ces derniers mois par le président Macron, c'est les ingérences et manipulations dans des pays africains où progressivement la France perd en puissance. Brièvement, qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet-là? Alors, ça c'est typique, hein. Lorsque l'on perd des places quelque part, c'est toujours la faute de quelqu'un. Si la France se fait renvoyer du Sahel, c'est la faute de la Russie, alors que c'est la faute de la France. Si la France se comportait avec les Africains d'une manière correcte, les Africains n'auraient aucune raison de chasser les Français. Le problème, c'est que pendant des années et des années, de mauvaises habitudes ont été prises, que les Français, au lieu d'apporter, disons, réellement une plus-value dans les échanges, ils ont essayé d'imposer une chose qui est extraordinaire, c'est que avec le Niger, on échangeait de l'uranium à des tarifs qui étaient 10 ou 20 fois moins élevés que le cours mondial. C'est-à-dire qu'on exploitait les richesses de ce pays pour rien, ou presque. Ah oui, mais c'était des contrats qui étaient conclus depuis longtemps, donc il fallait... Oui, mais attention, les contrats conclus depuis longtemps, si c'est une spoliation, d'une part, on sait très bien qu'en droit français, à partir du moment où un contrat spolie d'une des parties, il n'est pas valable. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc, il ne faut pas s'étonner. Les Russes ne font pas ça. Les Russes, ils amènent des... avec le Niger, ils ont conclu un accord sur le spatial. Ils construisent des centrales nucléaires là où il y a des besoins d'énergie. Ils fournissent de l'énergie gratuite au Soudan en échange de facilités portuaires à Port-Soudan, d'accord, mais il y a un échange qui est réel et qui n'est pas un échange de spoliation. Si un jour la Russie devenait une prédatrice, comme pouvait être la France ou le Royaume-Uni, alors là, certainement que les Africains changeraient de camp et changeraient et diraient ben non, on ne veut plus, on veut quelqu'un d'autre, peut-être les Chinois, peut-être les Indiens, qui sont très bien implantés par ailleurs. Mais on focalise sur... Vous savez pourquoi on focalise sur la Russie? Simplement parce que la voie de pénétration russe en Afrique, telle qu'on l'a vue, c'était les compagnies militaires privées, le groupe Wagner et Prigojine. Donc, mais on ne voyait pas à côté les échanges économiques, on ne voyait pas les facilités pour acquérir, pour exploiter les matières premières, etc. Mais on voyait le côté militaire ou paramilitaire. Aujourd'hui, le côté militaire ou paramilitaire a changé complètement. Le groupe Wagner n'existe plus en tant que tel. Prigojine est mort. Et d'ailleurs, on accusait de beaucoup de choses Prigojine, mais si l'on regarde bien, aux États-Unis, il y avait également un personnage qui présentait à peu près les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire très lié à des organisations paramilitaires, à des sociétés militaires privées,
Halliburton, par exemple, et ensuite Blackwater, qui était le vice-président Dick Cheney. Lui, non. Lui, il est normal, il est très bien, c'est formidable. Mais en revanche, non. De l'autre côté, c'est toujours des choses troubles, des choses pas très recommandables. Aujourd'hui, l'aide militaire russe se fait par les organismes officiels, par le ministère de la Défense. L'aide militaire, c'est une toute petite partie de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique avec la Russie. Et le principal, d'une part, la diplomatie a acquis une dimension très importante, avec des ouvertures d'ambassades dans de très nombreux pays qui n'avaient pas d'ambassade russe précédemment. Et donc, disons que le fait de dire du côté français c'est les Russes qui nous chassent, non. Les Russes arrivent parce que les Français ont failli. Pour revenir à l'Ukraine et pour terminer notre interview, vous dites que peut-être il y a encore 6 ou 8 mois de guerre, peut-être, on ne sait pas. C'est vrai parce que tous les ans on espère la fin du conflit. Ici l'année dernière c'était impossible, cette année quand même il y a cet espoir qui est né. Mais Zelensky, qu'est-ce qu'il espère réellement? Est-ce qu'il y a une... D'ailleurs, Trump l'a accusé d'être dictateur au tout début. Bon, ça a été un petit peu, il est après revenu un peu sur ses paroles, mais il a dit que de toute façon, il n'y avait pas d'élection, que Zelensky a interdit toute élection. Est-ce qu'il y a une opposition qui est née, et notamment il y a quelqu'un qui quand même s'oppose à Zelensky en ce moment, surtout pendant cette période cruciale? Il y a une perspective, ce serait l'ancien chef de l'armée, Zaluzhny, qui est aujourd'hui ambassadeur à Londres, mais il fait le mort, il ne dit rien. Mais il a été écarté justement quand il était un peu populaire. Il a été écarté, effectivement, parce qu'il était plus populaire, et il est toujours beaucoup plus populaire. C'est-à-dire, c'est vrai que s'il y avait des élections aujourd'hui, malgré des sondages bidons qui disent « Ah oui, mais il est très populaire, Zelensky est très populaire ». Trump dit 4% apparemment. Pardon ? Trump a dit qu'il... oui, Trump est certainement proche de la vérité. Il n'est plus réellement populaire nulle part parce que pour la partie la plus radicale, la plus nationaliste, ce qu'on appelle entre guillemets les bandéristes, Zelensky est une marionnette. Et il ne représente pas réellement ce qu'il voudrait. Parce qu'ils savent très bien qu'il peut changer d'attitude. Ce que cherchent les bandéristes, c'est peut-être quelqu'un de plus dur. C'est une sorte un jusqu'au-boutiste qui reprendrait la guerre d'une manière radicale, avec la mobilisation des jeunes à 18 ans, etc. Ce que Zelensky s'est refusé à faire. Et c'est tout à son honneur, c'est une chose qui est positive, parce qu'il voulait préserver la jeunesse. Bon, peu importe. Le fait que les sergents recruteurs soient obligés de kidnapper des gens dans la rue ou d'envoyer des handicapés sur le front, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, pour les jeunes, pour le moment, et ce qu'il faut reconnaître, c'est que Zelensky a refusé ceci alors que les Occidentaux le poussaient à le faire, à baisser l'âge de la mobilisation. Donc pour les radicaux, Zelensky n'est pas une solution. Pour les modérés non plus. 4% peut-être, on n'en sait rien. Mais en tout cas, Zaluzhny pourrait avoir beaucoup plus, pourrait être élu. On le crédite de 40-45% au premier tour, peut-être plus. Mais il y a d'autres personnes qui risquent d'émerger. Vous savez, actuellement, il n'y a pas de politique en Ukraine. Il n'y a que le parti, c'est même plus un parti, ce sont les proches de Zelensky qui continuent de gérer le pays comme ils peuvent, plutôt mal, mais c'est eux qui détiennent les rênes. Il y a à la Rada des
velléité de vouloir, comment dirais-je, montrer qu'ils existent toujours. Par exemple, pour prolonger les pouvoirs de Zelensky, il a fallu un double vote. Mais ça a tout de même été voté, parce que c'est vrai, on montre que, attention, on n'est pas tout à fait d'accord, mais ensuite on accepte. Maintenant, si Zelensky s'en va, qu'il accepte de démissionner volontairement parce qu'on lui dit « écoute, comme ça tu auras la vie sauve, tu iras dans un paradis fiscal quelconque où tu as une villa ou peu importe et on te foutra la paix ». Et tu auras en tout cas une reste d'existence à peu près convenable, et en tout cas, tu ne seras pas, comme Mussolini, pendu par les pieds au croc d'un boucher. Et il s'en va et il démissionne. Et dans ce cas, tout est ouvert. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait absolument pas quelles seront les forces politiques qui émergeront. Parce que tous les partis qui ont été interdits, et Dieu sait s'il y en a, eh bien, ils vont reprendre leurs activités. Il y aura une campagne électorale avec des nouvelles têtes. Bon, quelqu'un qui fait aujourd'hui beaucoup parler de lui, même s'il ne représente pas grand-chose électoralement, c'est Arestovitch, l'ancien conseiller de Zelensky, qu'il a laissé tomber parce qu'il s'est très vite rendu compte, Arestovitch, qu'il avait été manipulé. Au départ, avant la guerre, il était partisan de faire la guerre à la Russie parce qu'il disait le seul moyen que l'Ukraine a d'entrer dans l'OTAN est de faire la guerre à la Russie. Et comme ça... Elle a remporté. Oui, oui, c'est ce qu'il disait, absolument, tout à fait. Il a changé d'avis parce qu'il s'est rendu compte que c'était impossible. Maintenant, on l'accuse d'être pro-russe à cause de ça, parce qu'il a changé d'avis. Mais il ne représente pas grand-chose électoralement, mais en revanche, il a une voix qui porte. Et une voix qui peut permettre à d'autres politiciens de se servir de lui pour... bon. Puis il y a la partie des anciens partis pro-russes, avec Boïko, avec Medvedchuk, mais je crois qu'ils n'ont pas grande chance dans l'Ukraine actuelle, tout simplement parce que leurs électeurs se trouvent aujourd'hui dans la partie qui appartient à la Russie. Donc, on aura certainement une période transitoire qui sera très très difficile, et le nouveau gouvernement aura certainement à gérer la neutralisation et les conséquences, alors soit avec l'aide occidentale, non seulement des États-Unis mais également de l'Europe, soit tout seul pour des raisons X ou Y qui peuvent apparaître, et dans ce cas ce sera vraiment une période de trouble très importante qui naîtra. Mais avec un peu de chance, les Occidentaux parviendront, et les Russes, parce que là, il y aura certainement des échanges diplomatiques suivis qui permettront peut-être de trouver des solutions. Mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est que nous sommes dans un monde nouveau. Nous venons d'ouvrir, de fermer la porte du néoconservatisme américain qui nous a failli nous entraîner dans la Troisième Guerre mondiale, et maintenant nous sommes dans une phase de rétablissement d'un ordre international qui sera plus conforme à ce qu'il était dans la dernière partie de l'histoire de l'Union soviétique, c'est-à-dire un équilibre entre l'Est et l'Ouest dans le but d'aller de l'avant et peut-être de finir par construire en Europe la fameuse maison commune européenne dont parlait Gorbatchev et dont parlait De Gaulle sous un autre nom, c'est-à-dire l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Merci beaucoup Pierre, espérons le bon sens de ce nouveau monde. On verra. Merci. Merci.